Merci beaucoup. Nous avons réuni quelques acteurs de la société civile. Nous avons aussi invité quelques représentants des institutions pour réfléchir sur l'épineuse question de l'accès à l'information. Profitant de l'opportunité du dépôt il y a quelques jours d'une proposition de loi sur l'accès à l'information par l'honorable Joly, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Une des grandes innovations, c'est que cette loi propose en fait à l'Assemblée nationale d'adopter des dispositions qui protègent les lanceurs d'alerte. Vous avez parlé des lanceurs d'alerte et de comment leur vie est en danger, ainsi de suite, parce qu'ils divulguent des informations. Et bien, dans cette proposition de loi, on envisage de procéder à la protection de ces lanceurs d'alerte pour les informations qu'ils divulguent. Une autre innovation tient au fait qu'on a mis en place des recours. Parce que, comme je vous ai dit, la loi encourage l'accès à l'information, mais on ne dit pas, nulle part, comment est-ce qu'il faut se comporter lorsque vous voulez accéder à une information et que cette information-là vous est refusée. Cette loi apporte comme innovation qu'elle crée des mécanismes de recours. Des recours à la fois administratifs et des recours judiciaires. Une autre innovation, c'est la proposition de la création d'une commission qui sera chargée de l'accès à l'information et de la transparence. C'est cette commission-là qui sera l'organe de supervision de toutes les questions liées à l'accès à l'information et aux recours que les populations peuvent avoir envie d'adresser. Et c'est un organe qui est proposé pour être placé sous la tutelle du ministère de la Communication et des Médias. C'est une innovation. Mais après, nous avons des questionnements sur le fonctionnement correct de cette commission-là. Alors, voilà, il y a aussi des innovations qui tiennent aux dispositions pénales. Si cette loi est votée, ceux qui sont détenteurs de l'information et qui ne les mettent pas sur la place publique seront poursuivables pénalement et pourront rendre des comptes sur le plan civil. Donc, mais ça, c'est des choses qui doivent venir. Une chose est que la loi doit être adoptée, mais comme nous l'avons dit dans la salle, nous de la société civile, nous veillerons à ce que les dispositions qui ne sont pas complètes à notre sens puissent être complétées de manière à aider les législateurs à avoir une loi qui soit complète. Contrairement à ce qu'on peut croire que la société civile se porte en porte-à-faux contre le gouvernement, non. Les deux doivent travailler en partenariat, puisque moi je considère comme ce sont les deux yeux d'un corps humain. Ils doivent travailler ensemble pour qu'effectivement qu'on trouve la solution qui se pose au niveau de la société. Et je suis content, par exemple, aujourd'hui, quand je vois dans notre gouvernement, il y a beaucoup de ministres qui ont œuvré comme membres de la société civile. Et je ne pense pas que quand il y a des décisions à prendre, notamment pour faciliter l'accès à l'information à la société civile, que ces ministres-là vont obstruer. Par contre, ils vont montrer aux autres membres du gouvernement la nécessité de faciliter la vulgarisation de l'information, surtout de disponibiliser les informations officielles au public auprès de la société civile. Et en plus, comme j'ai dit, il faudrait qu'on change un peu le paradigme, puisque les informations officielles sont plus dans une approche d'officialisation, c'est-à-dire que ces informations sont écrites plus en une langue, dans la langue officielle, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, c'est le français. Mais à côté de la langue officielle, il y a les 4 langues nationales. Il faudrait que cet exercice soit réalisé pour que les textes, notamment légaux, soient convertis à langue nationale, pour que ça doit être proche du citoyen. Bon, la première chose, d'abord, j'ai remercié la société civile de m'avoir invité. Et ils m'ont donné un thème sur les interventions de la Banque mondiale par rapport au développement du projet Grand Inga. Ma réponse est que c'est une très très bonne chose, mais seulement il faut que le Congo ne perde pas le leadership dans le processus de mise en œuvre de ce projet. Et deuxièmement, que le Congo ne perde pas la souveraineté sur le site.
C'est un projet congolais qui doit rester congolais et les objectifs de ce projet sont connus. Il faut que le Congo les défende et les réalise. L'accord de développement exclusif. Non, l'accord de développement exclusif avec le consortium sino-espagnol était réalisé à la suite d'un appel d'offres. Et ils ont gagné cet appel d'offres. Et sur cette base-là, on a négocié l'accord et on l'a signé. Et il y avait aussi, avant cela, une condition. Il fallait un acheteur crédible et solvable. Et cet acheteur, c'était l'Afrique du Sud qui a exigé, au lieu d'un contrat, qu'on ait un traité. Et le traité a été signé entre les ministres de l'énergie de l'Afrique du Sud et du Congo, ratifié par le Parlement des deux pays. Donc ils avaient la garantie qui leur permettait de faire. Et quant au financement, le financement se faisait sous mode de partenariat public-privé. Mais le privé, c'est la société, le consortium qui devait se mettre en société et créer une société de projet de Inga. Malheureusement, le processus a été un peu interrompu pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Merci.